Vous avez négocié quand même pas mal d'accords qui ont fixé des normes. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de réglementation et trop de charges en France qui expliquent le chômage de masse? Oui, oui, je le pense profondément. Lorsque j'étais au Conseil économique et social, nous avions fait un rapport sur la compétitivité des entreprises françaises. Et quand on prenait la part que représente le total des charges, depuis les impôts jusqu'aux cotisations sociales, sur les entreprises françaises par rapport à la moyenne des pays de la zone euro, on n'avait pas été chercher la Chine ou l'Inde. On avait calculé à l'époque, c'était dans les années 2004-2005, que les entreprises françaises supportaient 100 milliards d'euros de charges diverses, impôts, taxes, cotisations sociales, que ne supportaient pas les autres entreprises de la zone euro. Et ça, c'était pour en prenant simplement le rapport dans le produit intérieur brut des charges. Nous avions, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais nous avions, je dis n'importe quoi, 20% du PIB en charges diverses, et les Allemands, ou les Belges, ou les Anglais, les Anglais n'étaient pas dans la zone euro, ou les Italiens avaient 15%. 5% du PIB, 2000 milliards, ça fait 100 milliards. De même, aujourd'hui encore, si vous prenez l'ensemble des prélèvements obligatoires, là encore, les impôts, les charges, etc., français, là c'est plus seulement les entreprises. Si vous prenez les prélèvements obligatoires, nous en sommes aux alentours de 45% de la richesse nationale, du PIB, en prélèvements obligatoires. La moyenne européenne doit être à 38 ou 39, la zone euro. L'Allemagne, je crois, est à 40. Il y a 5-6 points d'écart. Vous retombez sur les mêmes chiffres. 2000 milliards de PIB, 5 ou 6% de prélèvements supplémentaires en France, ça fait 100 milliards qui pèsent sur la production française. Ces 100 milliards qui ne sont pas donnés à l'investissement, qui ne sont pas donnés à la recherche des entreprises, qui ne sont pas donnés, etc. Quant à la réglementation, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'arrêt Samaritaine, qui était le comble de la protection juridique, puisque l'arrêt Samaritaine, lorsque la Samaritaine a fermé, consistait à obliger à réintégrer, puisque ça avait fermé quelques années avant, y compris des gens qui étaient morts, et l'entreprise ayant disparu. Enfin, on arrivait à une situation absolument invraisemblable. Je pense que les ordonnances actuelles, sans régler tous les problèmes, sont un pas dans la bonne direction pour essayer de créer un climat nouveau, favorable au développement des entreprises, c'est-à-dire à l'embauche. Pas d'entreprise, pas d'emploi, hein, c'est l'entreprise qui crée l'emploi. Et d'une manière générale, c'est l'entreprise qui crée toutes les richesses qu'ensuite on distribue et qu'on partage entre les salariés, l'État par l'impôt, les apporteurs de capital, etc. Oui, ben, je vais quand même faire un peu de provocation. On a dit que l'UIMM avait coécrit le Code du travail pendant 20 ans. Est-ce que, de votre point de vue, vous avez participé à la coécriture de ces normes qui ont, d'une façon ou d'une autre, étouffé la dynamique du marché du travail? Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est absolument faux. Et je suis sûr que l'activité qui a été la mienne était de ce point de vue identique à celle de mes prédécesseurs, c'est-à-dire qu'à partir, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une loi ou d'un règlement qui est ce qu'il est, et sur lequel je ne peux pas grand-chose, sauf avoir essayé en amont, c'est également un job de l'UIMM, avoir essayé en amont d'éviter qu'on fasse n'importe quoi. C'était le cas sur les 35 heures, qui non seulement était une stupidité économique qui nous a coûté effroyablement cher, complètement décalée par rapport au reste du monde, mais qui en plus, je vous prends un détail, ne distinguait absolument pas dans le temps d'habillage. Vous voyez à quel degré de détail on allait. Ne distinguait absolument pas dans le temps d'habillage de ceux qui ont besoin, des salariés qui ont besoin d'un équipement particulier, entre la blouse que met le pharmacien ou la pharmacienne, et puis l'équipement très protecteur que met celui qui travaille dans une usine atomique. Tout ça, c'était la même chose. Bon, ces absurdités-là, on essaye de les éviter en amont.
Quelquefois, on y arrive, quelquefois, on n'y arrive pas. Et une fois que la loi est faite, on essaye de la rendre la plus favorable ou la moins défavorable possible, au cas où elle est défavorable, à l'égard du développement de l'activité. Et je prends un exemple, toujours celui des 35 heures. À l'UIMM, nous avons été les premiers à augmenter le contingent d'heures supplémentaires, qui a été ensuite repris par une loi Fillon. Mais nous l'avons passé en 98-2000 à 180 heures au lieu de je ne sais plus combien, je crois que c'était 120 à ce moment-là ou quelque chose comme cela, ce qui permettait de combler l'écart entre 35 heures et 39 heures. Alors, on n'a pas pu revenir sur la loi en termes de coût. Il fallait bien majorer les heures supplémentaires à partir de la 35e, mais au lieu de la 39e. En revanche, on a pu contourner la loi qui, de ce fait, n'a pas été, comme la loi sur les 40 heures en 36, un blocage complet, interdiction formelle de travailler plus de 40 heures en 36. Ça a duré 2 ans. Les décrets-lois de 1938 en sont revenus là-dessus. Mais parce que c'était une telle absurdité, nous avons pu très vite revenir à 39 heures en payant, avec le coût que ça supposait, et donc l'impact sur la compétitivité française. Je crois que c'était le président d'une grande entreprise automobile qui a fait cette déclaration profondément juste et tout à fait simple. Avec les 35 heures, on a donné aux salariés la productivité, l'avantage de productivité, le résultat de productivité que l'on donnait habituellement au marché. Ce qui fait que les prix des produits industriels baissent tous les ans, ce qu'on oublie toujours. Le prix d'une voiture aujourd'hui n'a rien à voir avec celui des années 20 ou 30. Alors naturellement, elle est beaucoup plus sophistiquée, etc. Mais à niveau égal, elle est beaucoup moins chère. Bon, de tout temps, le progrès industriel a consisté à rendre moins chers les produits vendus sur le marché. À partir du moment où on a augmenté le coût du travail avec les 35 heures, et qu'en l'augmentant, on a donné les gains de productivité aux salariés qui ont été payés la même chose pour travailler 4 heures de moins. Enfin, ça fait quand même 11% de différence. On a biaisé le marché et on a attaqué la compétitivité de l'économie française, que l'on voit aujourd'hui avec les résultats de notre commerce extérieur. Nous avons perdu, je crois qu'il y a en 2000, c'est-à-dire juste au moment des 35 heures, juste avant, je crois que les exportations françaises, dans les exportations de la zone euro, je prends toujours des choses comparables, représentaient 17% des exportations de la zone euro. Aujourd'hui, ça doit représenter 12 ou 13%. Ce sont des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu là. Et ça, c'est malheureusement l'effet des 35 heures. Alors, certains vous rétorqueront par provocation que l'UIMM a cautionné dans les années 90 une augmentation, par exemple, des cotisations pour les retraites complémentaires. Et que d'une certaine façon, vous n'avez pas combattu la protection sociale, le système de protection sociale qui nous coûte cher aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est très simple. Je crois que vous vous trompez de combat. La première erreur vient du passage de la retraite de 60 à 65 ans, au moment où tous les pays d'Europe qui étaient à 65 prévoyaient, alors pas le lendemain matin, mais prévoyaient de passer à 66, 67, 68, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Non. Du jour au lendemain, on a cassé l'équilibre du système des retraites français. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, de deux choses l'une. Ou bien on fait baisser les retraites, ou bien on essaye au moins de les maintenir. On ne peut pas les augmenter, il ne faut pas exagérer. Au moins de les maintenir. Et pour les maintenir, il fallait augmenter les cotisations. Je le dis d'autant plus simplement que ceci était l'affaire de mon prédécesseur. Cette négociation a eu lieu en 90-92, quelque chose comme cela, où je n'étais pas à l'UIMM. Mais je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Et non seulement on ne peut pas faire autrement, mais en plus, les partenaires sociaux, tellement critiqués, ont pris les mesures nécessaires à ce moment-là pour maintenir l'équilibre de l'AGIRC et de l'ARCO. Ce qui était très courageux de leur part, parce que les employeurs comme les salariés n'étaient pas très contents de voir les cotisations augmenter. Donc ne nous trompons pas de combat, ce ne sont pas les partenaires sociaux qui ont mis en péril l'équilibre des retraites, c'est cette mesure de 81 ou de 82 dont nous payons encore les conséquences. Non. Est-ce que
vous regrettez ou pas l'extrême présence de l'UIMM dans les couloirs de l'Assemblée nationale pendant les discussions sur les réformes en matière de code du travail. Mais non seulement je ne les regrette pas, mais comme on dit aujourd'hui assez souvent parmi les membres du gouvernement, je les assume. Je les assume pour une raison simple, c'est qu'il n'y a jamais eu de corruption ou de choses comme celle-là. En revanche, nous avons très souvent, et je suppose que ça continue, apporté l'éclairage du terrain. L'éclairage, dans mon cas, de la société, de l'entreprise industrielle, dans le cas des services d'une entreprise du commerce, etc., sur telle ou telle mesure. Et je crois que c'est tout à fait légitime. Il faut distinguer le lobbying, qui d'ailleurs ne doit pas tellement exister, aujourd'hui en tout cas, à base de corruption, d'achat de parlementaires, tout ça, c'est très très ancien. C'est Panama. Panama, c'est 1893 ou 14, je ne sais plus. Du lobbying intelligent, raisonnable, transparent. Je n'allais pas me cacher dans les couloirs de l'Assemblée nationale lorsque je m'occupais de telle ou telle affaire. J'y allais tout à fait officiellement, rencontrer le rapporteur, qui d'ailleurs souvent me convoquait, comme il convoquait d'autres personnes, y compris des syndicats de salariés, des représentants de syndicats de salariés, pour savoir quel était le sentiment des uns et des autres sur tel projet de loi ou sur telle proposition de loi. Et on donnait ce sentiment. Non, il est extrêmement important pour les parlementaires qui, assez souvent, n'ont pas une bonne connaissance de l'entreprise, parce que beaucoup sont originaires de la sphère publique, et il est tout à fait légitime de leur part de se renseigner sur les conséquences de telle ou telle mesure que le Parlement s'apprête à prendre. Est-ce que ces sollicitations étaient fréquentes? Écoutez, oui. Chaque fois qu'il y avait un grand projet de loi sociale en cause, le rapporteur, la commission concernée, la commission sociale, des affaires sociales de l'Assemblée ou du Sénat procédait à des auditions. Ces auditions étaient publiques, tout ça était parfaitement transparent. Et c'est encore une fois non seulement légitime, mais également utile.